Vous avez sûrement entendu parler du prix de l'action d'NVIDIA qui ne cesse de grimper, battant des records jour après jour. Beaucoup se demandent si c'est le moment d'investir sans même vraiment comprendre ce que fait l'entreprise. Par exemple, j'ai un pote qui connaît rien en investissement, mais il m'a récemment dit qu'il voulait acheter des actions NVIDIA parce qu'il voyait leur prix monter tous les jours. Il a donc donné aucun argument solide. Pour lui, c'est une bonne opportunité, simplement parce que l'action semble bien se porter. Mais ce qu'il réalise pas, c'est qu'investir ne se limite pas à suivre une tendance. Avant tout, il faut comprendre ce que fait l'entreprise. Et dans le cas d'NVIDIA, c'est particulièrement complexe. D'ailleurs, quand les journalistes demandent au PDG d'NVIDIA de décrire l'activité de la société, lui-même a du mal à répondre. Can you give me a very basic definition of what NVIDIA is? Wow, that's an easy question. Well, we are a technology company that processes software for applications and domains of science that are barely possible without us. And so because of what we do, we can make what is barely possible possible, or we can make something that is very energy consuming, very energy efficient, or we could turn something that costs a lot of money and make it much more affordable. And so we created this thing called accelerated computing. And that was what we pioneered about 3 decades ago. And it's taken until now to really take off. Du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas un risque que l'action perde beaucoup en valeur dans les prochains mois, parce que quand beaucoup de personnes se ruent sur une action simplement parce qu'elle monte, cela peut entraîner une surévaluation et ainsi former une bulle spéculative qui risque d'exploser à tout moment. On a vu ça par exemple avec la bulle internet dans les années 2000, ou plus récemment avec certaines crypto-monnaies. Faut savoir qu'au 2 décembre 2024, la capitalisation boursière d'NVIDIA est de 3,36 billions, soit 3360 milliards. Elle est tout simplement au même niveau que Microsoft et Apple, alors que la compagnie est inconnue du grand public. Mais contrairement aux entreprises qui ont subi les plus grosses pertes avec la bulle internet des années 2000, NVIDIA n'a pas seulement un fort potentiel, elle réalise aussi des revenus conséquents grâce à son rôle clé dans le secteur en pleine expansion qu'est l'intelligence artificielle. Dans cet épisode de la plus-value, on va apprendre l'histoire de l'entreprise, quels produits elle propose, son type de management, ses compétiteurs, et enfin analyser le prix de l'action. En 1993, Curtis Prim et Chris Malachowski étaient des ingénieurs de chez Sun Microsystems où ils travaillaient sur le développement de processeurs. Ils décident cependant de quitter l'entreprise et de fonder la leur car ils ont repéré une opportunité dans le domaine des graphismes pour le gaming sur PC. Avant de concrétiser ce projet, ils ont en tête Jensen Huang, un collègue d'une autre entreprise avec qui ils s'entendent bien et qui possède des compétences complémentaires. Le problème est que Jensen occupe un poste confortable dans l'entreprise LSI Logic. Mais après de nombreuses discussions sur quel type d'entreprise il pourrait créer, Jensen finit par accepter et quitte son travail pour fonder NVIDIA avec eux. Leur vision est la suivante. Dans les prochaines années, cela va être de plus en plus commun pour les gens d'avoir un PC à la maison. Et qu'est-ce que les gens voudront faire avec? Jouer à des jeux. À cette époque, les progrès techniques commencent à rendre possible la création des cartes graphiques capables de gérer des graphismes en 3D pour les consoles de jeux. Les PC, en revanche, sont pour la majorité de simples terminaux de texte dépourvus de cartes graphiques, ce qui limite grandement les jeux qu'ils peuvent faire tourner. En fait, le composant principal d'un PC classique, c'est le CPU. C'est un processeur généraliste conçu pour exécuter des tâches différentes, comme gérer le système d'exploitation, exécuter des programmes ou encore répondre aux commandes de l'utilisateur. Mais le CPU a une limite importante. Il travaille de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'il traite une tâche après l'autre. Les graphismes en revanche nécessitent un traitement parallèle, car il faut calculer simultanément des centaines de milliers de pixels. Et c'est pour ça que Curtis, Chris et Jensen souhaitent créer une entreprise qui s'occupe de la conception de processeurs 3D pour PC. Ce projet, c'est un pari risqué, parce que le marché des puces est saturé et celui des processeurs 3D pour PC est encore inexistant, ce qui rendra difficile la recherche d'investisseurs. Mais heureusement pour eux, Jensen était un excellent employé chez LSI Logic. Et quand il a parlé de son projet à son ancien patron, il s'est fait recommander l'investisseur en capital risque de chez Sequoia Capital, Don Valentine. Et avant même que Jensen aille le voir, son ancien patron a appelé Don Valentine pour lui dire « Je t'envoie quelqu'un, c'était un de mes meilleurs employés, il veut créer sa compagnie pour faire je sais pas trop quoi, mais en tout cas, donne-lui de l'argent, tu peux lui faire confiance. » Donc malgré le fait que Jensen arrive devant Don tout stressé et rate son pitch pour sa future entreprise qui n'a au passage aucun business plan, Don Valentine fait tout de même confiance à son ami et donne à Jensen un investissement de 2 millions de dollars contre 33% d'NVIDIA. Mais au passage, il lui met quand même un coup de pression en lui disant que s'il perd son argent, il va tout simplement le tuer. Nos 3 fondateurs avec l'argent en main engagent une vingtaine d'employés et réussissent à créer leur premier processeur en 2 ans, le NV1. Ce processeur est capable de faire de la 3D mais a aussi plein d'autres fonctionnalités comme le traitement de vidéo ou du son. Et malgré le fait que le produit c'est innovant, il va flopper à cause de plusieurs raisons. La principale étant que leur produit coûte trop cher. Ils auraient dû se contenter d'un processeur qui fait simplement de la 3D au lieu d'en faire un couteau suisse capable de tout faire. Même si leur premier processeur est un échec, la compagnie a beaucoup d'espoir car en simultané du développement de la NV1, elle a décroché un contrat avec Sega pour développer la puce de leur future console, la Dreamcast. Entre temps, il y a eu une émergence de plein de différentes compagnies faisant des processeurs 3D pour PC et le standard de l'époque était de faire un rendu en polygone. Mais les puces d'NVIDIA, elles sont différentes car elles font de la 3D avec des surfaces quadratiques
ce qui théoriquement permet de créer des objets lisses et arrondis avec moins d'éléments, ce qui pourrait réduire la quantité de données traitées. Mais un gros problème se présente, car en 1995, Microsoft lance Windows 95 et son interface de programmation DirectX est incompatible avec les surfaces quadratiques. Nvidia se trouve donc confronté à un dilemme douloureux. Soit ils honorent leur contrat avec Sega et sont donc obligés de continuer de travailler sur leur puce qui a une architecture maintenant obsolète, ce qui va faire qu'ils vont se retrouver totalement à la rue face à la compétition, soit ils arrêtent de travailler pour Sega et se retrouvent immédiatement à court d'argent. Jensen va alors voir le PDG de Sega à l'époque, Shoichiro Irimajiri, et il lui présente la situation à laquelle ils sont confrontés. Jensen leur demande beaucoup car il souhaite que Sega les relâche de leur contrat et en plus de ça qu'ils les paient comme s'ils avaient effectué le travail demandé parce que sinon Nvidia sera obligé de mettre la clé sous la porte. Shoichiro y réfléchit quelques jours et décide de faire preuve d'une grande générosité en acceptant les demandes de Jensen car il souhaite voir Nvidia réussir. Sega choisit une autre compagnie pour développer le processeur de la Dreamcast et paie en plusieurs fois 5 millions de dollars à Nvidia comme s'ils avaient effectué le travail demandé. Jensen, encore aujourd'hui, exprime sa gratitude envers Shoichiro dans différents podcasts et événements. Si vous tombez sur cette histoire sur internet, il y a de fortes chances que vous soyez victime de désinformation. Sur la page Wikipédia de Shoichiro Irimajiri, ça nous explique que les 5 millions n'étaient pas un don, mais un investissement dans Nvidia, et qu'après la démission de Shoichiro en 2000, Sega ont revendu leur part dans Nvidia pour 15 millions, ce qui veut dire qu'ils ont triplé leur argent investi. Bon, déjà, à chaque fois que Jensen parle de cette histoire, il a jamais dit que Sega aurait investi chez eux. Et en plus de ça, si Sega avait investi 5 millions dans une compagnie qui était au bord de la faillite et qui n'avait créé aucun produit qui avait marché jusque-là, et que Sega avait revendu leur part après 2000, une fois que la compagnie commençait à valoir plusieurs milliards, là ils auraient fait x100 sur leur investissement, pas juste x3. Du coup, j'ai vérifié la source de l'information. On peut voir que c'est un article du Wall Street Journal, et l'article en question ne cite évidemment aucune source. Il a juste été inventé pour générer du trafic. Donc considérez-vous chanceux. Je mets beaucoup d'efforts à vous apporter les meilleures informations. J'ai écouté des dizaines d'heures de podcasts et d'événements, lu des articles, des pages Wikipédia et plusieurs centaines de pages de différents rapports financiers pour l'écriture de cette vidéo. Le problème, c'est que ça me prend énormément de temps et c'est pas bon pour l'algorithme YouTube qui favorise les chaînes qui sortent du contenu régulièrement. Ma dernière vidéo m'a pris 2 ans à faire et elle a fait 60 vues, donc pour soutenir mon contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. En 1996, Jensen licencie plus de la moitié des employés d'Nvidia et concentre les ressources restantes de l'entreprise sur le développement de leur nouvelle puce, la Riva 128. Ils ont une dernière chance pour créer une puce et elle se devait d'être parfaite du premier coup. Le problème, c'est qu'à l'époque, la conception des circuits intégrés pouvait être très long. Par exemple, l'étape finale de la conception des processeurs consiste à envoyer la conception au fabricant, récupérer le processeur fabriqué, corriger les bugs et le renvoyer au fabricant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le processeur fonctionne parfaitement. Nvidia se doit de rendre cette étape finale moins longue, car sinon, elle ne pourra plus payer ses employés. Ils vont réussir à mettre la main sur un émulateur d'une compagnie qui a fait faillite, et ils seront les premiers à émuler un processeur de PC. L'émulateur leur donne qu'une seule image toutes les 30 secondes, mais il leur permet de corriger les bugs directement. Et après avoir reçu leur processeur de la fabrication, leur produit fonctionne du premier coup. Nvidia a révolutionné la manière de conceptionner les processeurs. Leur puce, la Riva 128, sort en août 97 et elle écrase la compétition. Dans ces 4 premiers mois, elle s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Moins d'1 an plus tard, en juin 98, ils sortent la Riva TNT, qui consolide leur position parmi les leaders du développement du processeur 3D. Ce processeur marque le début d'un long partenariat entre Nvidia et TSMC, qui fabriquent leurs processeurs encore aujourd'hui. Le 22 janvier 99, Nvidia fait son introduction en bourse et vend 3 500 000 actions à $12 l'unité, ce qui leur permet de soulever à peu près 42 millions de dollars. La capitalisation boursière de l'entreprise est alors aux alentours de 650 millions de dollars. En octobre 99, ils sortent la GeForce 256 et c'est à partir de ce moment qu'on commence à appeler ces processeurs 3D des GPU, car ils sont capables de faire des traitements parallèles sur des tâches un peu plus complexes qui étaient auparavant effectuées par le CPU, comme le calcul de géométrie et d'éclairage. Donc le GPU pouvait gérer les transformations des objets dans l'espace 3D et calculer comment ces objets réagissaient à des sources lumineuses. Ce transfert de charge a permis d'améliorer la fluidité et la qualité visuelle des jeux tout en libérant le CPU pour d'autres tâches. La GeForce 256 a également marqué le début de la programmabilité des puces Nvidia. Elle a donné aux développeurs plus de contrôle sur la manière dont le GPU traite les données graphiques, leur permettant de personnaliser certaines opérations. Cela a ouvert de nouvelles possibilités créatives dans le développement des jeux vidéo, en permettant des effets plus réalistes ou dynamiques et a posé les bases des futurs GPU entièrement programmables. Si vous faites gaffe, vous verrez que sur la plupart des PC fixes et portables, il y a plusieurs autocollants qui nous informent des composants, et ça va souvent être Nvidia GeForce pour le GPU et Intel Core pour le CPU. En avril 2000, Nvidia annonce avoir reçu une avance de 200 millions de dollars de la part de la compagnie qui quelques années plus tôt a failli causer leur faillite en lançant DirectX avec Windows 95. Nvidia a été choisi pour développer le GPU de leur prochaine console, qui va se vendre à 24 millions d'exemplaires, la Xbox. En décembre de la même année, 3DFX, le plus grand compétiteur d'Nvidia dans les années 90, font faillite, et Nvidia les rachète pour seulement 70 millions de dollars. Une des raisons de leur faillite est qu'à la fin des années 90, 3DFX a opéré un changement stratégique.
Au lieu de continuer à être une entreprise sans usine comme Nvidia, ils ont décidé de commencer à produire leur propre puce en achetant la compagnie STB. Mais les deux sociétés étaient des entités avec des cultures et des structures différentes. Elles ne se sont donc jamais intégrées de manière fluide. En passant à la production interne, 3DFX s'est également mis à dos des partenaires, car s'ils voulaient un processeur 3DFX, ils ne pouvaient plus choisir leur fabricant et étaient obligés de passer par STB. Ça a aussi profité à Nvidia, car ça a renforcé la concurrence entre les fabricants, ce qui leur a permis de négocier les coûts de fabrication. En 2001, Nvidia intègre le S&P 500, qui est l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines. En 2007, la compagnie atteint une capitalisation boursière de 18,9 milliards de dollars avant de retomber à 4,33 à cause de la crise des subprimes qui n'a pas épargné le secteur technologique. L'expansion du gaming sur PC avait l'air de ralentir et Nvidia ne savait pas trop comment ils pourraient se démarquer de leur concurrence comme Intel ou AMD. En même temps, ils se rendent compte que des chercheurs commencent à utiliser leur GPU pour autre chose que le gaming, comme les simulations scientifiques ou l'analyse de données, grâce à leur plateforme et modèle de programmation CUDA sorti en 2007. C'est à partir de là qu'Nvidia s'approprie l'invention du calcul accéléré en combinant le CPU et le GPU, comme l'expliquait Jensen dans l'extrait au début de la vidéo. En vrai, ils font ça juste pour le branding parce qu'en pratique, personne n'utilise ce terme et techniquement, ils n'ont pas inventé le calcul accéléré, ils l'ont plutôt réinventé en l'améliorant considérablement. Une anecdote que Jensen raconte souvent, c'est qu'à l'époque, il a rencontré un chimiste quantique à l'Université nationale de Taïwan qui lui a montré son placard dans lequel il avait plein de ventilateurs et de cartes GeForce qui tournaient. Il avait fabriqué son propre superordinateur et il a dit à Jensen que grâce à Nvidia, il pourra accomplir son travail de son vivant. Jensen comprend alors qu'il y a quelque chose à faire dans le milieu de l'IA, mais c'est une industrie qui, comme il le dit, vaut pour l'instant 0 milliard. Nvidia, c'est aujourd'hui une grosse entreprise avec une place confortable et les grosses entreprises sont normalement allergiques à la prise de risque comme investir dans une industrie qui vaut rien. Mais ce n'est pas le cas pour Nvidia, qui n'oublie pas d'où elle vient. Si elle en est là où elle en est, c'est grâce au fait qu'ils ont créé le marché des processeurs 3D pour PC. Et la raison pour laquelle ils se souviennent d'où est-ce qu'ils viennent est que les personnes clés de l'entreprise sont toujours présentes 15 ans après. Un seul des 3 fondateurs a quitté la compagnie, et cela s'est fait en bon terme, et plusieurs partenaires de chez Sequoia Capitals sont encore présents chez Nvidia, comme Mark Stevens qui a investi en 93 et a fait partie des directeurs de la compagnie, puis à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui fera partie du conseil d'administration de l'entreprise. Malgré les ressources qu'Nvidia va allouer à la recherche sur l'IA, ils vont quand même réussir à rester les leaders dans le marché des cartes graphiques. En 2012, l'IA fait un bond grâce à AlexNet, un modèle de reconnaissance d'image qui fait beaucoup moins d'erreurs. Et il a été écrit avec CUDA pour fonctionner avec des cartes graphiques Nvidia. Des entreprises et universités vont se mettre à acheter les GPU d'Nvidia pour entraîner des IA. Pendant cette période, le retour sur investissement des data centers va nettement s'améliorer grâce à la virtualisation et au cloud computing. La virtualisation permet de faire tourner plusieurs serveurs sur une seule machine, optimisant ainsi l'utilisation des ressources. Et le cloud computing, lui, permet de ne pas avoir à acheter et mettre en place son matériel pour avoir un serveur. Vous pouvez à la place louer des serveurs hébergés dans des data centers, ce qui réduit les coûts et augmente l'efficacité. Aussi, les data centers peuvent s'adapter facilement aux besoins changeants des clients, que ce soit pour augmenter ou diminuer la capacité de traitement. Et donc les data centers fournis en GPU, qui permettent de faire du machine learning, vont aussi offrir du cloud computing. En 2015, Nvidia commence à vraiment gagner de l'argent grâce aux data centers, car des compagnies comme Facebook, Alibaba, IBM, Google ou Microsoft achètent leurs GPU pour alimenter leur data center afin de faire du deep learning. En 2016, le prix de l'action récupère son prix d'avant le crash de 2008. Dans la même année, l'action va plus que tripler en valeur, car les revenus ne font que croître grâce aux data centers et aux constructeurs automobiles avec qui ils travaillent pour développer la conduite autonome. En 2017, le prix de l'action va continuer à augmenter très fortement. Cette fois-ci, c'est dû aux crypto-monnaies. En fait, à l'époque, on pouvait miner certaines cryptos comme l'Ethereum avec des cartes graphiques conçues pour le gaming. Et donc quand le marché des cryptos a pris énormément en valeur en 2007, la demande pour les cartes graphiques haut de gamme a explosé, ce qui a créé une pénurie. Le prix des cartes graphiques dans les magasins de détail en ligne ont pour certaines doublé. Au 4e trimestre de l'année fiscale 2018, les revenus d'Nvidia ont augmenté de 34% et le profit net a augmenté de 71% par rapport au 4e trimestre de l'année précédente. Je précise que l'année fiscale ne correspond pas à l'année civile et qu'elle varie d'une compagnie à une autre. Pour Nvidia, le 4e trimestre de 2018 correspond à la période allant de novembre 2017 à janvier 2018. Oui, ça peut porter à confusion. Mais ils ne vont pas mentionner le minage de crypto-monnaies comme étant la raison de cette hausse, et ils vont faire passer ça pour une croissance du marché du gaming sur PC. Fin 2017, début 2018, le marché des cryptos crash. Mais cela n'a pas l'air d'affecter plus que ça les revenus d'Nvidia, qui vont continuer leur croissance au premier trimestre de l'année fiscale 2019, puis vont se stabiliser sur le 2e et 3e trimestre. En septembre, Nvidia présente aux gamers ses GPU GeForce RTX et Quadro RTX qui permettent de faire du ray tracing en temps réel. Le ray tracing, c'est une technique de calcul d'optique par ordinateur qui consiste à simuler le parcours inverse de la lumière.
On calcule les éclairages de la caméra vers les objets, puis vers les lumières, alors que dans la réalité, la lumière va de la scène vers l'œil. Cette technique est utilisée pour les films d'animation, et avant ça prenait un jour pour faire une seule image. Là, avec ces GPU, on a 30 images par seconde. C'est pour ça qu'on dit ray tracing en temps réel, et que la technologie peut être désormais implémentée dans les jeux vidéo. Donc tout a l'air d'aller pour le mieux chez Nvidia. En février 2019, ils annoncent les résultats de leur 4e trimestre de l'année fiscale 2019, et ils sont un peu décevants. Ils font un revenu de 2,21 milliards de dollars, alors qu'ils avaient projeté un revenu de 2,7 milliards. Aussi, ils projettent un revenu de 2,2 milliards pour le premier trimestre de 2020, ce qui fait une diminution de 31% par rapport au premier trimestre de 2019, où ils avaient fait 3,21 milliards. En fait, la demande pour les GPU n'a pas chuté immédiatement après le crash du marché des crypto-monnaies en 2018, et cela s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la dynamique de l'offre et la demande met souvent du temps à s'équilibrer. Ensuite, les mineurs eux-mêmes ont continué à acheter des GPU. À ce moment-là, le minage était encore rentable pour certains. Cependant, cette demande des mineurs a progressivement diminué à mesure que le prix de l'Ethereum poursuivait sa trajectoire descendante. Enfin, une demande résiduelle des gamers a également contribué à soutenir les ventes de GPU. Pendant la pénurie, de nombreux joueurs n'avaient pas pu s'acheter de cartes graphiques. Après le crash, beaucoup ont profité de la stabilisation des stocks pour pouvoir enfin s'en procurer. En parallèle, Nvidia avait anticipé une demande continue et avait augmenté leur production de cartes graphiques, ce qui a créé un surplus d'inventaire quand la demande s'est estompée et fait chuter leurs profits. En moins de 3 mois, le prix de l'action va se diviser par 2. Mais après le crash, la demande s'est vite stabilisée et est même repartie vers une trajectoire croissante. Fin 2019 commence la pandémie mondiale de Covid-19. Comme les gens sont enfermés chez eux, le gaming connaît une soudaine forte croissance, et aussi, comme il y a plus de flux en ligne, ça veut dire qu'il y a plus de data à récupérer, et donc les compagnies investissent encore plus dans l'entraînement de l'intelligence artificielle. En avril 2020, Nvidia finalise l'acquisition de Mellanox pour 7 milliards de dollars. Mellanox, c'est une compagnie israélienne spécialisée dans les solutions d'interconnexion pour les data centers qui permettent aux GPU de communiquer entre eux rapidement et de transférer d'énormes quantités de données. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Nvidia de contrôler les composants essentiels des data centers dédiés à l'IA afin d'optimiser leurs machines grâce à une parfaite compatibilité entre chaque composant. Ils vont même jusqu'à se mettre à conceptionner leurs propres CPU qui permettent d'orchestrer les GPU. Leur stratégie de créer une plateforme de bout en bout permet également à ce que les nouveaux produits d'Nvidia soient directement compatibles avec les anciens, ce qui permet à leurs clients de facilement améliorer leur data center avec les nouveaux GPU. En 2022, Nvidia paie une amende de 5,5 millions de dollars à la SEC, qui sont les régulateurs du marché financier américain, à cause du fait qu'en 2018, ils n'avaient pas divulgué que le crypto-minage était une source importante de la croissance des revenus provenant de la vente des GPU. Bon, 5,5 millions de dollars pour une entreprise qui a des revenus de plus de 10 milliards par trimestre, c'est rien du tout. Mais c'est déjà ça. Évidemment, la pénurie de GPU haut de gamme provoquée par le minage de crypto-monnaies était une situation très complexe. Mais on peut tout de même critiquer Nvidia pour avoir mis du temps à réagir, alors qu'ils sont connus pour leur capacité à s'adapter rapidement. Ce n'est qu'en début 2021 qu'ils ont segmenté leurs produits en créant des CMP qui sont des GPU spécialisés dans le crypto-minage et en ajoutant des limites logicielles sur les GPU gaming pour décourager les mineurs de les acheter. De cette manière, ils pensaient pouvoir savoir à quelle fin leur GPU était utilisé et réussir à mieux ajuster leur offre par rapport à la demande. Mais cette stratégie n'était pas assez élaborée. Comme les CMP sont inutilisables pour d'autres usages que le minage, cela signifie qu'une fois devenus obsolètes, ils ne sont plus réutilisables pour le gaming et sont destinés à devenir des déchets électroniques, ce qui est néfaste pour l'environnement. Du côté des limites logicielles sur les GPU gaming, bien qu'elles aient ralenti les mineurs, elles n'étaient que partiellement efficaces car les mineurs ont trouvé des moyens pour réussir à peu près les contourner. Comme la quantité de CMP était limitée, les mineurs ont donc jugé que les GPU restaient attractifs. Ce qui fait qu'il y a une flambée des prix sur le marché, rendant une nouvelle fois les cartes graphiques haut de gamme presque inaccessibles pour de nombreux gamers. Cet engouement a évidemment impacté très positivement les revenus d'Nvidia, mais seulement pendant quelques mois car la valeur de l'Ethereum a commencé à chuter en novembre 2021, réduisant considérablement l'intérêt pour le minage. Cette fois-ci, le prix de l'action d'Nvidia va immédiatement perdre en valeur et suivre la même tendance que l'ETH. Pendant cette période, il y avait aussi une hausse des taux d'intérêt, une forte inflation et des craintes d'une récession potentielle, ce qui a affaibli l'enthousiasme des investisseurs à l'égard des actions technologiques comme le représente bien l'indice du Nasdaq 100. Mais si on regarde bien les revenus d'Nvidia à cette période, on peut voir que certes, les revenus réalisés grâce au gaming et la crypto ont pris un coup, mais les revenus liés au data center, eux, restent stables malgré cette période d'instabilité économique et deviennent même leur source principale de revenus, ce qui est une première pour eux. En septembre 2022, Ethereum met à jour le fonctionnement de minage, ce qui rend le minage avec les GPU inutile car plus du tout rentable. Mais cet événement ne va en aucun cas mettre des bâtons dans les roues d'Nvidia parce que 2 mois plus tard, le 30 novembre 2022, marque le début de l'ascension fulgurante du marché de l'IA qui va propulser Nvidia vers la place numéro 1 des entreprises les plus valorisées au monde. Cette date, c'est le jour où l'entreprise OpenAI a sorti ChatGPT. L'IA va prendre un engouement mondial et les compagnies vont se mettre à investir beaucoup plus dans ce secteur. Au deuxième trimestre de l'année fiscale 2024, les revenus d'Nvidia ont doublé et vont continuer à augmenter à une vitesse folle sur les trimestres suivants. En moins de 2 ans, le prix de l'action s'est multiplié par 10, ce qui est du jamais vu pour une compagnie qui faisait déjà partie du S&P 500.
Une des leçons qu'on peut tirer d'NVIDIA en tant qu'investisseur sur le long terme, c'est que c'est pas l'évolution du marché des processeurs 3D pour PC qui a fait le succès de la compagnie. C'est grâce au personnage clé de l'entreprise qui a réussi à avoir une opportunité et à avoir pris le risque de faire partie des premiers à la saisir. C'est pour ça que quand vous vous intéressez à une action, il est impératif de faire des recherches sur le management de la compagnie. Si Don Valentine de chez Sequoia Capital a investi dans NVIDIA en 93, c'est pas parce qu'il croyait au marché des processeurs 3D, c'est surtout parce que son ami lui avait dit que Jensen était un de ses meilleurs employés et qu'il pouvait lui faire confiance. Du coup, parlons du management de chez NVIDIA. Une des particularités culturelles de l'entreprise est son approche non hiérarchique de la circulation de l'information. Par exemple, Jensen reçoit directement des messages de nombreux employés à tous les niveaux de l'entreprise. Cela permet à des idées novatrices, des retours d'expérience ou des problèmes critiques d'être rapidement portés à son attention sans se perdre dans les méandres d'une bureaucratie complexe. La transparence de l'entreprise s'oppose à une gestion traditionnelle où certains cadres ou départements pourraient monopoliser l'information pour accroître leur influence. Chez NVIDIA, tout est conçu pour que les décisions soient prises sur la base des meilleures données disponibles et que l'entreprise dans son ensemble reste agile et réactive. C'est cette culture qui leur a permis de rester à l'avant-garde de l'innovation. NVIDIA a aussi réussi à recruter des personnes extrêmement compétentes dans leurs domaines respectifs. Mais surtout, ils arrivent à garder ces talents dans l'entreprise alors qu'ils leur demandent une charge de travail conséquente. Cette fidélité peut s'expliquer par un bon environnement de travail et au plan d'achat d'actions pour les employés qui permet d'avoir 15% de son salaire versé en actions NVIDIA avec une réduction de 15% par rapport au marché boursier. Cela rend les employés plus investis dans la réussite dans la compagnie. Mais ce plan d'achat d'actions pour les employés a créé un nouveau problème à cause de l'extrême hausse en valeur des actions. En fait, les employés qui ont utilisé ce plan et qui sont dans l'entreprise depuis plusieurs années sont pour la plupart désormais multimillionnaires. Et donc certains sont moins motivés pour effectuer un travail acharné. NVIDIA a bien réagi à cette situation. Au lieu de risquer de perdre ses employés, la compagnie a proposé pour ceux qui le souhaitaient d'alléger leur charge de travail et depuis le Covid, ils encouragent le télétravail. Tous ces employés fidèles qui sont bien intégrés dans la culture de la compagnie leur permet d'être ultra productifs. NVIDIA ne compte que 30 000 employés alors que par exemple Apple en compte 161 000 et Microsoft 228 000. Une chose qui rend actuellement certains investisseurs réticents à l'idée d'investir dans Nvidia, c'est qu'ils pensent que l'entreprise est surévaluée. Du coup, on peut comparer les revenus et profits d'Nvidia avec celui d'Apple et Microsoft pour les reprendre en exemple. Apple, sur leur dernier trimestre, ont un revenu de 94,9 milliards et un profit de 14,7 milliards. Microsoft, eux, ont un revenu de 65,6 milliards et un profit de 24,7. Et Nvidia ont un revenu de 35,1 milliards et un profit de 19,3. Ils ont carrément réalisé plus de profits qu'Apple alors qu'ils ont un potentiel de croissance largement supérieur. Donc là-dessus, on peut pas critiquer Nvidia spécifiquement. Si on parle de surévaluation, ce serait plus sur le secteur technologique ou carrément même sur le marché boursier dans sa globalité qui n'a jamais été aussi haut. Une autre chose dont certains investisseurs ont peur, c'est le fait qu'une poignée de clients représente la majorité des revenus d'Nvidia. Au troisième trimestre de l'année fiscale 2025, 3 clients représentent respectivement chacun 12% des revenus de la compagnie. Nvidia garde ses clients anonymes, mais on peut à peu près deviner lesquels c'est. Du coup, il peut être intéressant de garder un œil sur les rapports de ces compagnies pour voir s'ils divulguent leur intention d'augmenter ou de diminuer leur capex dans le futur, car si un de ces gros clients commence à se retirer, cela peut faire diminuer les revenus Nvidia. En plus de ça, ces clients conçoivent également elles-mêmes leurs propres puces, qui à terme les rendront moins dépendants d'Nvidia. Mais bon, d'un autre côté, ça fait plus d'une décennie que ces compagnies conçoivent leurs propres puces et elles n'ont pas ralenti leur demande en tant que clients. La raison pour ça, c'est que les puces d'Nvidia sont beaucoup plus versatiles grâce à l'écosystème CUDA qui définit le standard dans le milieu de l'IA, comme Microsoft avait défini le standard dans le milieu du gaming avec DirectX en 95. En fait, les puces que les clients d'Nvidia comme Google et Meta développent eux-mêmes sont pour des usages internes spécifiques et ils ne les vendent pas à d'autres compagnies. La dernière chose dont certains investisseurs ont peur, c'est que les clients d'Nvidia risquent de se mettre à moins se focaliser sur l'entraînement des IA et qu'ils se focalisent plus sur l'inférence. L'inférence, c'est la mise en pratique dans un domaine de ce que l'IA a déjà appris. Sur l'année fiscale 2024, Nvidia a certes généré 40% de ses revenus grâce à l'inférence, mais ces revenus génèrent une marge moins importante. Parce que l'inférence nécessite des GPU moins performants comme la A100 et elle fait face à une concurrence plus forte. Bien que CUDA reste le standard dans le milieu de l'inférence, Nvidia s'efforce à maintenir cette position en s'intégrant dans un maximum d'industries. Dans la santé, il joue un rôle crucial dans des domaines comme le séquençage de l'ADN ou la recherche sur les protéines. Par exemple, les entreprises comme Oxford Nanopore Technologies utilisent les GPU d'Nvidia pour accélérer le séquençage génomique, permettant d'analyser l'ADN en temps réel et de mieux comprendre des maladies complexes. De plus, Nvidia travaille avec des laboratoires comme DeepMind pour modéliser le repliement des protéines en s'appuyant sur des calculs accélérés. Cette avancée révolutionne la biologie et le développement de médicaments. Dans la recherche scientifique, ils sont au cœur du projet ambitieux de recréer une version virtuelle de la Terre appelée Earth 2, un super jumeau numérique utilisé pour simuler le climat avec une précision inégalée. Ce projet vise à prédire les changements climatiques, anticiper les catastrophes naturelles et trouver des solutions pour limiter le réchauffement global. Dans la télécommunication, ils
ils optimisent les réseaux 5G avec des outils comme NVIDIA Aerial qui facilitent la virtualisation et réduisent les interférences. Avec Jetson, ils proposent des plateformes puissantes et à faible consommation énergétique adaptées à l'edge computing. Ces dispositifs équipés de GTU et de cœurs Tensor spécialisés permettent de traiter des modèles d'IA directement sur les appareils comme des robots, drones ou caméras intelligentes sans dépendre du cloud. Grâce à ce genre de projet, dans plusieurs années, on pourra probablement faire tourner ChatGPT localement sur son téléphone, donc sans avoir à utiliser Internet. Dans l'automobile, ils fournissent leur plateforme NVIDIA Drive pour alimenter les systèmes de conduite autonome de grands constructeurs comme Mercedes-Benz et Volvo. Ces systèmes utilisent des algorithmes d'IA pour analyser en temps réel les données de capteurs, détecter les obstacles et prendre des décisions autonomes tout en offrant une cartographie 3D avancée et une personnalisation de l'expérience utilisateur dans le véhicule. Il y a quelques années, les revenus générés grâce à l'automobile faisaient que monter et descendre, mais là depuis plus d'un an, c'est parti sur une belle croissance. Au troisième trimestre de 2025, le revenu est de 449 millions, avec une progression de 30% par rapport au trimestre précédent et une progression de 72% depuis l'année précédente. Dans l'industrie manufacturière, Nvidia collabore avec des entreprises comme BMW et Amazon pour créer des jumeaux numériques d'usines entières grâce à la plateforme Omniverse. Ces répliques virtuelles permettent d'optimiser les processus de production, de prévoir les pannes et d'accélérer la logistique en simulant divers scénarios avant de les appliquer dans le monde réel. Avec Isaac Sim, Nvidia propose une plateforme de simulation pour développeurs en robotique construite sur Omniverse. Elle permet aux développeurs de concevoir, simuler, tester et entraîner de robots basés sur l'IA ainsi que des machines autonomes dans un environnement virtuel physiquement réaliste, ce qui permet aux entreprises d'optimiser les opérations dans leurs usines ou entrepôts. Avec Project Groot, Nvidia accélère le développement de robots humanoïdes. Project Groot est par exemple utilisé par les robots dans les parcs d'attractions Disney. Dans les médias et divertissements, la plateforme Omniverse révolutionne également les workflows créatifs. Elle permet à plusieurs personnes de collaborer en temps réel sur des effets visuels et des animations 3D. Dans le gaming, elle est utilisée pour simuler des mondes ouverts procéduralement à partir de l'algorithme, réduisant ainsi les temps de production des jeux. La plateforme contient également d'autres outils qui permettent par exemple de créer des personnages non jouables plus réalistes, capables d'interagir intelligemment avec le joueur. Par exemple, Ace4Games est une solution qui combine plusieurs technologies d'NVIDIA, notamment NVIDIA Riva pour la reconnaissance vocale et la synthèse vocale en temps réel, NVIDIA Nimo pour le traitement du langage naturel, permettant aux PNJ de comprendre des questions complexes et de générer des réponses cohérentes. Omniverse Audio to Face pour animer en temps réel les expressions faciales des PNJ en fonction de leur discours, rendant les interactions plus immersives. Plutôt que de suivre des scripts prédéfinis, les PNJ peuvent répondre à des questions ouvertes posées par le joueur, expliquer l'histoire de l'univers du jeu ou proposer des choix personnalisés en fonction du contexte. Au troisième trimestre de 2025, le revenu lié au gaming est de 3,3 milliards, en hausse de 14% par rapport au trimestre précédent et de 15% par rapport à l'année précédente. Il y a moins de 3 ans, le gaming était leur source principale de revenus. Aujourd'hui, il représente moins de 10%. Un des marchés les plus prometteurs que Nvidia explore est celui des agents IA. Ces agents sont des employés numériques capables de réaliser des tâches spécifiques de manière autonome, comme aider les développeurs dans leurs projets ou fournir un support client. Nvidia permet aux entreprises de déployer et d'optimiser ces agents numériques pour améliorer la productivité et l'efficacité dans un large éventail d'applications. Je fais que gratter la surface et on peut déjà comprendre qu'Nvidia a l'air bien armé pour profiter de la future forte croissance de l'inférence et faire face à des compétiteurs plus nombreux. Et sur le court terme, ils vont aussi bien profiter de la croissance de l'apprentissage des IA. L'architecture Hopper, qui est devenue la référence dans les centres de données d'entreprises comme OpenAI, Google ou Amazon, connaît une demande continue. Et au quatrième trimestre 2025, ils se sont mis à déployer leur nouvelle architecture Blackwell, qui est plus demandée qu'ils ne puissent en offrir. Ces nouveaux GPU font appel à un processus de fabrication TSMC 4NP sur mesure. 4NP, c'est une version avancée du processeur de fabrication en 4 nanomètres. Le nanomètre représente la taille des transistors et la distance qui les sépare. Oui, c'est impressionnant à quel point c'est minuscule. Et on comprend mieux pourquoi Nvidia ne s'est pas mis à en faire quand on voit de quoi les fabricants actuels sont capables. Plus les transistors sont petits, plus ça permet d'en intégrer davantage sur une même puce, augmenter la puissance, tout en réduisant la consommation énergétique. Cela rend la fabrication plus complexe et coûteuse, mais cela permet des gains significatifs en efficacité. Ce processus a été personnalisé pour Nvidia afin d'optimiser leurs puces pour les charges spécifiques de calcul d'IA et de centres de données. Grâce au 4NP, les GPU Blackwell embarquent 208 milliards de transistors, ce qui est 2,6 fois plus que les GPU Hopper qui en ont 81 milliards. Les GPU Blackwell ont également la particularité d'intégrer 2 réticules interconnectés au lieu d'un seul. Le réticule est une unité de conception utilisée dans les GPU, correspondant à une partie distincte des circuits électroniques imprimés sur le wafer, qui est une fine plaque de silicium. Les GPU pour l'IA demandent de plus en plus de puissance et ont besoin de réticules toujours plus grands. Sauf qu'aujourd'hui, les réticules ont atteint la taille maximale que les machines actuelles sont capables de produire. Cette limite constitue une barrière physique qui restreint la puissance des puces qu'on peut fabriquer. Pour contourner ce problème, les produits Blackwell utilisent une nouvelle interface qui permet une communication ultra rapide entre les réticules, atteignant une vitesse de 10 Teraoctets par seconde. Cela permet aux deux réticules de travailler ensemble comme s'il s'agissait d'un seul grand réticule. Et c'est pour une communication à l'intérieur même du GPU. Si on compare ça à une connexion fibre optique haut débit classique qui a atteint environ
environ 0,125 gigaoctets par seconde, 10 teraoctets par seconde, c'est 80 000 fois plus rapide. Le moteur de transformation de deuxième génération de l'architecture Blackwell permet d'accélérer l'inférence et l'entraînement des grands modèles de langage comme ChatGPT grâce au format FP4 et MX. Le FP4 est un format de calcul très compact, de 4 bits par donnée, conçu pour accélérer les traitements tout en consommant moins d'énergie. Par rapport à des formats plus lourds comme le FP16 ou FP32, il permet de traiter 2 fois plus de données en une seule opération. Le MX, c'est une innovation qui adapte dynamiquement l'échelle de calcul pour chaque microtâche, optimisant ainsi l'utilisation des ressources tout en maintenant la précision. Cela permet à Blackwell de s'adapter facilement à différents types de modèles et de tâches. Au Japon, SoftBank construit le supercalculateur d'IA le plus puissant du pays avec la plateforme Nvidia Blackwell et a piloté avec succès le premier réseau de télécommunications 5G et d'IA combiné au monde en utilisant Nvidia AI Aerial. Pour répondre aux besoins croissants en puissance de calcul, Nvidia a conçu des setups qui peuvent interconnecter plein de CPU et de GPU. Ces setups sont scalables, ce qui leur permet de facilement s'adapter aux exigences variées des clients. Parmi eux, l'Nvidia GB200 NVL72 est un modèle qui permet de connecter jusqu'à 36 CPU Grace et 72 GPU Blackwell. Et dès le premier trimestre de cette année civile 2025, l'entreprise Together AI va co-construire avec Hypercloud un cluster Nvidia GB200 turbo-compressé composé de 500 Nvidia GB200, ce qui représente un total de 36 000 GPU Blackwell. Nvidia essaie de travailler avec différents pays afin que chacun crée sa propre IA souveraine qui serait entraînée sur les données de sa population pour répondre aux problèmes du pays en question. C'est ce que le Danemark vient de faire avec l'Nvidia DGX SuperPod piloté par 1528 GPU Nvidia H100 Tensor Core. Pour conclure, je dirais que même si ce que fait Nvidia est extrêmement complexe, ça reste assez simple de comprendre que c'est une entreprise très solide et qui a encore un gros potentiel de croissance malgré l'importance qu'elle a déjà. Perso, je vais continuer d'acheter leurs actions via mon plan d'investissement programmé et si jamais il y en a qui veulent s'amuser à essayer d'acheter leurs actions au bon moment, il peut être intéressant de surveiller le prix de l'action à la prochaine annonce trimestrielle parce que avant l'annonce du troisième trimestre 2025, le prix de l'action était assez stable. Nvidia au dernier trimestre prévoyait un revenu de 32,5 milliards, mais au final, ils ont annoncé 35,1 milliards. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré la bonne nouvelle, l'action a un peu perdu en valeur suite à l'annonce. En fait, le marché s'attendait sûrement à ce que le revenu d'Nvidia explose et comptait le vendre une fois l'annonce faite, ce qui a créé plus d'offres que de demandes de l'action. Et il s'est repassé un peu la même chose un mois et demi plus tard. L'action Nvidia s'est mis à un peu prendre en valeur quelques jours avant le CES, qui est le plus grand salon consacré à la technologie. Jensen a fait sa conférence, qui était assez classique, il a juste expliqué sur quoi son entreprise travaille. La seule nouveauté qui était intéressante, elle était pour les gamers. Il a annoncé les nouvelles cartes graphiques Blackwell qui sont moins coûteuses et plus performantes, car elles se basent moins sur le hardware et plus sur le software. En fait, grâce à la technologie DLSS, à partir de seulement 2 millions de pixels générés traditionnellement, ces cartes graphiques peuvent générer 33 autres millions de pixels artificiels. Pendant et un peu après la conférence, le prix de l'action a continué à un peu augmenter, mais à l'heure d'ouverture du marché boursier, l'action a perdu un peu plus de 6% en valeur. Donc à l'annonce du quatrième trimestre, il y a moyen que les traders anticipent une baisse suite à l'annonce, et ils vont donc peut-être se mettre à shorter l'action avant même que Nvidia ne publie ses résultats. Si jamais ça se produit et que la baisse est significative, il y a moyen que j'en achète plusieurs d'un coup, parce qu'avec Blackwell, qu'ils ont commencé à déployer, il y a moyen qu'ils battent une nouvelle fois leur estimation, qui cette fois est de 37,5 milliards.